Avec une hausse d'environ 11% par rapport à celui de 2024, le budget de l'État exercice 2025 est équilibré en ressources et en charge d'un montant de 3 551 milliards de francs CFA. Eh bien, il a été adopté par 81 voix pour et 28 contre lors de la session budgétaire dernière à Porto Novo au Palais des Gouverneurs. Avec cette bagatelle, à quoi doivent s'attendre les Béninoises et les Béninoises? La question préoccupe depuis que ce budget est passé au filtre des honorables députés. Les soutiens du régime parlent d'un budget capable de poursuivre la vision de Patrice Talon, celle de jeter les bases véritablement d'une économie prospère et résiliente. Pendant ce temps, les opposants estiment que ce budget est tout sauf un budget qui induit une transformation structurelle de notre économie. La parole des mouvanciers contre celle des opposants. Que doivent savoir les citoyens finalement sur cette loi de finances 2025? Le député Gérard Benonchi est au cœur de la machine qui conduit le processus jusqu'au vote du budget. On l'a invité pour nous dire tout sur cette actualité. Il est dans ce plateau. Honorable Gérard Benonchi, bonjour. Bonjour, cher ami Franck Kaounou. Bonjour, William Cliquant. Bonjour, honorable. Merci de répondre à notre invitation. Ça n'est pas facile de décrocher un temps dans votre agenda, pas l'instant qui court. Oui, mais on a pu convenir d'aujourd'hui quand même. Voilà, merci pour votre disponibilité. William Cliquant qui nous revient de long congé. William, bonjour. Bonjour Franck, Gérard Benonchi, merci d'être venu sur Zone Franche. Eh bien, vous êtes au cœur de l'appareil de conception du budget, président de la Commission des finances précisément. Justement, c'est quoi la genèse d'un budget de l'État? Quelles sont les différentes étapes pour qu'on en arrive à une adoption comme celle qui est faite aujourd'hui de la loi des finances de l'année prochaine? Merci beaucoup. Je ne puis démarrer cette émission sans saluer depuis votre plateau les Béninoises et les Béninois qui nous suivent actuellement. Je leur souhaite une bonne journée dominicale. Alors, les étapes qui conduisent à l'adoption du budget de l'État, la loi de finances, il faut dire que cela commence déjà à travers, au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui est la cheville ouvrière de la préparation du budget de l'État. Et lorsque les différentes structures techniques du ministère de l'économie finissent, que le document est prêt, je pense que une communication l'envoie au niveau du Conseil des ministres, et puis c'est au niveau du Conseil des ministres que c'est adopté. Le président de la République prend un décret pour l'adopter, puis le transmet au président de l'Assemblée nationale et mandate certains de ses ministres, notamment le ministre de l'économie et des finances, à venir en présenter le contenu aux honorables députés, puis soutenir la discussion. Et le président de l'Assemblée nationale, son rôle, c'est à l'ouverture de la session budgétaire, qui est souvent après, qui est dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, le budget devant parvenir à l'Assemblée nationale avant l'ouverture de cette session. À l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée nationale le communique aux députés, puis l'affecte au fond à la commission des finances et pour avis à l'ensemble des autres commissions, les 4 autres commissions techniques, nous en comptons 5, parce que le budget concerne tout le monde, donc toutes les commissions sont associées. Alors la commission des finances se saisit de ce document, puis élabore un programme budgétaire qui couvre souvent un mois et demi. Et le contenu de ce programme, c'est que nous commençons d'abord par des séminaires d'appropriation du contenu du projet de loi de finances, pour permettre que les députés soient au même diapason et la même compréhension de son contenu. Vous savez que tous les députés ne sont pas des financiers. Donc, nous essayons d'appeler des experts qui viennent communiquer, dépouiller le projet de loi de finances dans tous ses aspects, le volet économique, le volet social, les mesures fiscales, tout, en tout cas. Et les députés sont outillés à partir de cela. Et après cela, nous faisons ce qu'on appelle les audiences publiques. Ces audiences publiques nous permettent d'inviter plusieurs constituants de la nature, de la nation, plusieurs structures de la nation,
que sont les centrales syndicales, la société civile, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le Conseil national du patronat, la Confédération des travailleurs du Bénin, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, l'Association nationale des communes du Bénin, la NCB. Donc, nous les invitons tour à tour, ils viennent exposer aux députés leur lecture du contenu du projet de loi de finances et soumettre aux députés des préoccupations qui sont souvent légitimes, des préoccupations qui concernent la nation. Donc, les députés s'arment de ces préoccupations, puis après nous ouvrons le bal du passage des ministères sectoriels. Et quand les ministères sectoriels, chaque ministère commence à venir, les députés discutent, viennent exposer le contenu de leur budget sectoriel, mais les députés en profitent pour d'abord faire le point avec eux de l'état de la mise en œuvre des recommandations de l'année en cours, pour voir où ils en sont, parce qu'on vous avait donné des ressources l'année passée, qui est en cours, et vous êtes en train de les exécuter. Où en êtes-vous? Voir le niveau de performance de l'exécution de leur budget sectoriel avant de leur accorder de nouvelles ressources. Et en profite pour formuler des amendements à l'endroit donc du gouvernement à travers ces ministères sectoriels et notamment le ministère de l'économie et des finances. On va en venir aux amendements tout à l'heure. Parlons d'évaluation, sinon d'appropriation du niveau d'exécution. Qu'en est-il cette année? Les ressources que vous avez mises à disposition de l'exécutif ont été suffisamment bien exploitées. Le Béninois est-il bien impacté à la réponse de ce que les titulaires et dépositaires du pouvoir exécutif ont dit dans leur balai à l'Assemblée nationale? Oui, je pense que quand nous sommes à la phase donc, de l'étude du projet de loi finances, le gouvernement, les différents ministères viennent exposer leur budget. Il nous faut le point de l'exécution du budget en cours au 30 septembre, à la fin du troisième trimestre. Quand nous avons vu globalement, je pense que c'est un niveau satisfaisant, vu les taux d'exécution physique, exécution financière, tout ça mis ensemble, nous voyons qu'à l'atterrissage au 31 décembre, la plupart seront à un bon niveau de consommation de leur crédit. Les crédits qui leur sont ouverts. Dans tous les secteurs? Dans tous les secteurs, à travers tous les programmes que leur ministère sectoriel pilote. Donc, vous savez que le budget est exécuté maintenant en mode programme. Rien que des programmes qui sont logés à l'intérieur de tous les ministères. Donc, je pense que tous les programmes sont à un bon niveau d'exécution quand nous avons étudié le budget, et puis nous sommes sûrs qu'à l'atterrissage au 31 décembre, la plupart seront à un bon niveau d'exécution. Et aussi, ils ont fait le point de l'état de la mise en œuvre des recommandations de l'année dernière. Je pense qu'ils ont fait des efforts, le gouvernement a fait des efforts à travers tous les ministères pour mettre en œuvre la plupart des recommandations. Celles qui n'ont pu être mises en œuvre, qui sont en cours, ont été encore reformulées par les députés en nouvelles recommandations pour être sûr qu'après, tout sera mis en œuvre. Alors, si je comprends bien votre commission, la commission des finances et des échanges dans l'Assemblée nationale joue un rôle très important. Mais justement, ce travail de la commission budgétaire, quel est l'impact que cela a sur la loi de finances qui est votée? Oui, l'impact, les gens n'arrivent pas à le savoir. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qui se passe avant que en plénière, le jour du vote du budget, on vient voir à la télé, les députés lever la main et dire je suis d'accord, j'ai voté. Certains de nos compatriotes disent que les députés vont à l'Assemblée nationale seulement pour aller lever la main. J'ai entendu souvent ces propos-là. Mais non, les commissions techniques sont vraiment de véritables usines qui mâchent vraiment les dossiers, notamment le projet de loi de finances. Et cette année, je puis vous avouer que les députés ont travaillé beaucoup, et moi je profite de votre canal, de votre plateau pour les féliciter pour leur présence. Le taux de présence était remarquable, très fort. La participation était vraiment assidue. Tous ceux qui ont été témoins peuvent le dire, pour tous ceux qui ont vu les députés au travail, peuvent en témoigner. Vous parlez de quels députés? Les députés qui sont de votre bord ou l'ensemble des députés? Parce qu'à l'arrivée, nous avons vu le vote qui a été fait. Je parle de l'ensemble des députés.
Ah oui? Donc ce n'est pas les députés d'un bord seulement, je parle de l'ensemble des députés qui ont travaillé et qui ont formulé des amendements. Je puis dire que cette année, nous avons recensé 44 amendements. Combien ont été intégrés dans la loi Seulement 4 ont reçu un avis défavorable. Donc 40 ont reçu un avis favorable. Ont été intégrés? Ça veut dire, oui, ça fait 91% ont reçu un avis favorable et 4% seulement ont reçu un avis défavorable. Au sein des avis favorables, il faut nuancer, il y a un faible pourcentage qui concerne des amendements qu'on appelle réservés, c'est-à-dire on accepte, mais on l'examine, on les intègre en cours de gestion. On ne les intègre pas tout de suite, mais on les analyse pour pouvoir savoir par quel mécanisme les intégrer en cours de gestion. Donc, mais les amendements ne sont pas rejetés. Une façon de ne pas rejeter, en fait, pour contenter un peu les députés. Non, puisque à la fin, s'ils ne le font pas, ils reviendront, on évaluera avec eux. Pouvoir, on dit tout à l'heure qu'on évalue. Aussi, dans le concret, on a cette impression, elle est bien ambiante, que les députés, vraiment, tous les budgets sont toujours bons pour eux quand ils sont soutiens d'un président, et les budgets sont toujours mauvais quand on n'est pas soutien d'un président. Aujourd'hui, oui, c'est pas bon, je sais que vous avez la casquette du financier pour l'expliquer aux Béninois. Concrètement, dans le budget 2024, qu'est-ce que les députés ont dit que l'exécutif a pris en compte, à réaliser pour les Béninois et pour lequel les Béninois peuvent dire attention, voilà la contribution de la représentation nationale qui est différente de la volonté de ce que l'exécutif a voulu faire de nos ressources publiques. Non, on ne peut pas raisonner comme ça parce que le budget de l'État est un budget unique mais qui concerne plusieurs secteurs. Tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui, si les députés ont voté, ça veut dire c'est eux. On ne peut pas séparer pour dire voici ce pourquoi les députés voici ce que les députés ont demandé de faire, voici ce que le gouvernement a fait. Non, tout ce qui se fait dans le pays a reçu la caution de l'ensemble des députés. Si les députés n'avaient pas voté, le gouvernement ne pouvait pas exécuter un seul % donc du budget. Donc l'ensemble du budget, c'est les députés qui ont mis ça, qui ont mis les ressources à la disposition du gouvernement. Et l'ensemble des projets sont conduits parce que les députés l'ont accepté. Et puis, tout ce qui se fait dans le pays, vous êtes témoin, vous êtes journaliste, vous êtes béninois d'abord. Moi j'ai faim, autour de moi aussi beaucoup ont faim. Mais oui, les produits sont chers. C'est la ritournelle chanson, nous avons fait. Ce n'est pas une chanson, mais modestement on témoigne, Gérard Bénonchi. Non, si vous aviez vraiment faim, vous ne pourrez pas quitter chez vous pour venir ici. C'est pour être au service de la nation que je l'ai fait. Je pense que sous tous les régimes successifs, moi j'ai entendu cette chanson-là. Nous avons fait sous Kérékou, on l'a fait jusqu'à chasser Kérékou, on a jeté des pierres. Et pourtant, on a vu ce qu'il a fait du pays. Mais ce n'était pas un leurre. À l'époque, on était sous le pass. Après, on a eu Sogo. Sogo est le réformateur, le maçon. On l'a vu à l'œuvre. Certaines routes du Bénin, je vois, se coller à Sogo, on sait que c'est lui. Sinon, on était dans des côtes-trous. Sogo est venu faire, mais pourtant, nous avions dit, nous ne mangeons pas les pavés. Nous avons fait. Yahi est venu, nous avons dit, le sauveur de la BOAD est venu. Il va régler tous nos problèmes. Il a commencé avec un programme ambitieux, il a commencé. Mais après, nous avons dit, non, la misère est trop sous Yahi. Yahi n'a qu'à partir, Yaoni. On a dit ça dans ce pays. Et puis, Talon est venu. On a dit, c'est Agbono, il va régler tous nos problèmes. Il a commencé. Et moi, je puis vous dire que si je compare ce que nous avons été jusqu'en 2016 à ce que nous sommes de 2016 jusqu'à aujourd'hui, non, je commence à être... La traditionnelle comparaison. Je commence à être fier. Honorable. Je commence à être fier d'être béninois. Oui. Nous allons parcourir le budget, parcourir les chiffres, parcourir les critères, l'image que le Bénin reflète aujourd'hui à travers tout ce qui se réalise. Nous allons les parcourir tout à l'heure. Honorable, à qui la faute si les populations continuent de tenir un tel discours alors que, selon vous, selon ce que vous dites là, les présidents qui se sont succédés ont fait quand même quelque chose pour relever le niveau du pays. Pourquoi on est toujours dans ces plaintes? C'est la nature de l'homme, l'homme insatiable, il faut le reconnaître. On ne fera rien. Et parce que vous, politiques, vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Dans les pays développés, les gens continuent de se plaindre. On ne cessera jamais de nous plaindre.
même si un jour on devenait un pays développé, les citoyens continueront à se plaindre parce que la nature de l'homme, et c'est ça qui est bon. Quand on n'est pas insatiable, on ne peut pas beaucoup travailler. Ça veut dire on va devenir paresseux. C'est bon, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'à l'autre bout, Gérard Benonchi, ce n'est pas parce que dans le concret, le citoyen ne voit pas forcément à quoi les ressources publiques servent. Mais c'est comme s'il y en a qui sont au-dessus, entre Dieu et les hommes, non, il y a de grosses mains et de grosses bassines pour prendre ce qui est fait. Non, il y a certains, ils voient. Vous êtes au Bénin, vous n'allez pas dire aujourd'hui que le pays n'est pas en chantier. Moi, je vois, il y a des routes partout. Depuis 1960, on a toujours été en chantier. Non, mais ce qui se fait depuis 2016, c'est différent. Et carrément, au Bénin, aujourd'hui, si je vous dis, le Bénin est classé aujourd'hui 5e au plan africain en ce qui concerne la qualité de ces infrastructures routières et portuaires. À quel coût on le sait, Gérard Benonchi? Mais à quel coût? C'est à 0 francs qu'on construit les routes. On ne construit pas les routes à 0 francs. Ça, il faut de l'argent. Mais il vaut mieux avoir de l'argent et construire des routes que de ne pas du tout en avoir et de continuer à circuler dans les côtes autour. Aujourd'hui, avec la qualité de nos infrastructures, moi, je deviens de plus en plus fier. Et puis, tous ceux qui voyagent, quand ils reviennent au Bénin, ils disent non, nous sommes fiers. Même les Béninois de la diaspora, quand ils reviennent aujourd'hui, disent nous sommes de plus en plus fiers de notre pays. Je pense que ce que l'argent public fait aujourd'hui est visible, on le voit. Le Bénin est en transformation structurelle, sur tous les plans, les routes, n'en parlons pas. Je vais parcourir après les réalisations, nous n'en sommes pas là. D'accord. Oui. Alors, nous allons, dans la suite de nos échanges, parler des, des récriminations du groupe parlementaire LD. Mais avant, allons secteur par secteur. Ce budget-là pour 2025, quelles sont les grandes lignes, voilà? Les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, d'abord il faut savoir que le budget est élaboré dans un contexte pas du tout favorable. Au plan mondial, la croissance est en contrition. Au plan africain, au plan régional, et malgré cela, l'économie béninoise s'est montrée robuste et résiliente. Ça, vous nous le dites depuis je ne sais combien d'années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vrai, c'est les chiffres. Les chiffres en témoignent. Pourquoi nous sommes aujourd'hui macroéconomiques et nos poches, nos paniers, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il nous faut encore du temps pour que, entre les agrégats macroéconomiques et nos poches, nous commencions à le sentir. Il faut constamment... En 2060, 2080, non, pendant qu'on ne sera plus là... Je vais vous dire, si les économistes le disent, si une économie commence à tutoyer des taux de croissance au-delà de 7%, de façon constante, jusqu'à 3 années consécutives, la croissance commence à se sentir dans les poches des citoyens. Même quand il y a mauvaise redistribution de la richesse nationale? Pourquoi vous présumez... C'est une hypothèse. Vous présumez la mauvaise redistribution. Vous ne voyez pas ce qui se fait aujourd'hui? Ceux qui sont au pouvoir sont des gens responsables et appliquent une politique budgétaire rigoureuse et veulent implémenter la justice sociale. Pourquoi? Il faut être pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Alors, il faut espérer que lorsque nous aurons produit de la richesse, que cette richesse, si nous avons à la tête de l'État une gouvernance sérieuse comme celle qu'on a aujourd'hui, forcément les ressources publiques seront bien utilisées et impacteront positivement le pays et par la suite impacteront la poche des citoyens. Alors, nous avons déjà fait combien d'années successives dans le taux de croissance dont vous parlez? Tel que vous conduisez le débat, les Béninois ne vont pas bien suivre. Vos développements nous inspirent. Non, il faut patienter au moins. Nous avons des questions de relance. Il faut patienter pour m'entendre, m'expliquer un peu, dire des choses, donner du contenu, avant que vous nous reveniez. Sinon, on parlait des grandes lignes. Oui. Donc, je dis le taux de croissance, 6,8%, alors que 2024, on espère à la fin de 6,7%. Donc c'est bon, ça veut dire que notre économie continue d'être performante, d'être robuste, d'être résilient. Et le budget de cette année, de 2025, est projeté pour, vous l'avez dit, 3 551 milliards, en progression de 11% par rapport à 2024. Ça veut dire que chaque année,
nous faisons des fois, depuis 2016, ce que je note, les budgets sont constamment en croissance d'année en année. C'est déjà bon. Nous devons remercier Dieu, remercier tous ceux qui sont à la tête du pays. Parce que moi, je me souviens quand, sous Yahi, notre budget était porté pour la première fois à 1000 milliards. Nous avons crié pour dire notre budget à 1000 milliards. Mais il est vrai qu'on ne l'exécutait qu'à 80%, on était autour de 800 milliards. Mais aujourd'hui, nous dépassons les 3000 milliards. Et l'exécution, le taux d'exécution est presque à 100%. Et des fois, on dépasse ça. On a même fait des lois de finances rectificatives pour porter en hausse le budget. Donc, ça veut dire que nous progressions. Et ces ressources qui sont prévues pour 2025, il faut savoir que, premièrement, l'État va fonctionner. Tous les programmes ont reçu des ouvertures de crédit pour fonctionner. Nous allons parcourir tout à l'heure tous les programmes. Mais il faut dire que le social, les dépenses à sensibilité sociale cumulent à près de 112 milliards, soit 41,5% du budget. Et l'investissement, la partie investissement est de 1011 milliards. Ça veut dire que plus de 1000 milliards seront donc investis dans les dépenses en capital en 2025. Donc, en plus de cela, si je dis les dépenses à sensibilité sociale, c'est dans tous les domaines, c'est tous les projets qui sont donc répartis dans plusieurs ministères qui ont reçu des allocations de ressources, qui recevront des ouvertures de crédit pour continuer à être pilotés. Le social, c'est plusieurs projets. Je prends le projet Arche. Le projet Arche, vous le connaissez? Assurance pour le renforcement du capital humain, qui est un projet qui a plusieurs compartiments. Il y a le volet assurance maladie, le volet formation, le volet crédit, microcrédit. Nous avons aussi le projet cantine scolaire, le programme des cantines scolaires, qui est un programme à fort impact social. Vous savez que le projet permet de donner du repas chaud à nos enfants qui sont à l'école. Chaque jour, un repas chaud. Moi, je suis président de la commission des finances et des échanges. Nous sommes descendus sur le terrain cette année pour aller évaluer ce projet-là. Nous sommes allés à Tchaourou, nous sommes allés à Ndali pour aller évaluer ce projet. Et je puis vous dire, tous les acteurs font un témoignage éloquent de ce programme parce que les enseignants sont contents. Ils disent que à cause de ce programme qui permet que les enfants soient sédentarisés parce qu'ils mangent, ils ont du repas chaud à l'école, cela a un impact sur les résultats scolaires et montre que eux, ils travaillent. Ils sont contents parce qu'ils produisent du résultat. Les apprenants sont contents et nous témoignent que, effectivement, à cause de ça, ils restent à l'école et cela a amélioré les résultats. Cela a amélioré le taux de déperdition scolaire qui s'est réduit. Donc, ça permet de sédentariser les enfants. Donc, c'est un programme excellent. C'était à 75%, mais dans le budget de 2025, on veut l'étendre à 100%. Donc, l'ensemble des écoles du Bénin seront des écoles à cantine scolaire pour permettre que les enfants mangent un repas chaud par jour. Nous avons le projet Bessoké, qui est logé donc au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui permet donc de réduire les inégalités sociales et permettre que ceux qui sont les extrêmes pauvres, on puisse s'en occuper. C'est un projet qui comprend plusieurs variantes. Le projet Accès à l'eau pour tous, où il est prévu que d'ici 2026-2027, tous les villages du Bénin auront de l'eau potable. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des ressources disponibles pour permettre qu'on conduise le projet jusqu'en 2027, pour permettre que tous les Béninois, où qu'ils soient, puissent avoir accès à l'eau potable, parce que l'eau, c'est la vie. Donc, moi, je dis même que le social, c'est dans tous les secteurs. Même quand je prends les infrastructures routières, qui vont continuer, malgré tout ce qui est fait jusque-là, qui vont continuer, je pense que c'est du social aussi.
Parce que si la route est bonne et que vous passez sur la route, vous venez tranquillement aller, au boulot le matin, vous repartez le soir, vous aurez moins de secousses, vous n'aurez pas de coups battus. Et même quand on tombe souvent dans des crevasses, on peut avoir des problèmes de colonne vertébrale, on peut tomber malade. L'économie que vous faites en n'allant pas à l'hôpital, l'économie que vous faites en n'allant pas souvent chez le mécanicien, tout ça, ça rentre dans votre poche. Ça, c'est aussi des du social. Donc, le volet est dans plusieurs secteurs. Et si je veux qu'on parcourt, on ne va pas quitter ici aujourd'hui, mais... Alors que nous avons des questions à poser. Alors, je vais aller sur le contenu, parce que vous allez dire, qu'est-ce qui attend les Béninois en 2025 ? À travers la loi de finances, il y a ce qu'on appelle les mesures reconduites, il y a ce qu'on appelle les mesures nouvelles. Au titre des mesures reconduites, il faut dire qu'il va se poursuivre l'exonération des véhicules neufs électriques qu'on importe au Bénin, à l'état neuf. Ça nous apporte quoi? Nous qui n'avons même pas de quoi acheter un vélo. Ce n'est pas vous seuls, c'est les Béninois. On va aller sur ce qui concerne l'ensemble des Béninois aussi. Mais accepter que ceux qui ont de l'argent peuvent acheter des véhicules neufs. 1%, 0,5%. Non, c'est pas. Si déjà nous, on a des craintes déjà. Si ce que vous ne savez pas. L'objectif, qu'en est-il de ces Béninois? L'objectif, c'est de lutter contre la pollution. Et si on n'exonère pas les véhicules neufs et tout le monde utilise des véhicules dégradés de 10 ans, 15 ans vieux, qui vont produire de la carbone, polluer l'atmosphère, vous allez tomber malade, prendre un cancer du poumon et vous allez mourir. Vous voyez? Donc l'exonération, ça concerne tout le monde, ce n'est pas seulement les riches. Hein? C'est pour que vous soyez en bonne santé, pour que les riches ne vous tuent pas. Ceux qui ont de l'argent pour acheter des voitures ne tuent pas les pauvres qui n'ont pas l'argent pour acheter des voitures. Donc, il y a aujourd'hui abattement de 99% pour la valeur en douane, pour les droits de douane, abattement de la valeur en douane de 99%. Ça veut dire que vous n'allez payer les droits de douane que sur 1% de la valeur du véhicule. Vous voyez, si c'est électrique. Si c'est hybride, abattement de 95% de la valeur en douane. Et pour les autres véhicules à l'état neuf, abattement de 90% de la valeur en douane. Ça veut dire qu'ils ne vont payer les droits de douane et de la TVA que sur 10%. Tout ça là, c'est pour permettre donc de renouveler notre parc automobile, de permettre que des véhicules qui sont des tombeaux à ciel ouvert ne puissent pas circuler pour tuer d'abord les populations, mais aussi pour ne pas polluer l'atmosphère et rendre toutes les populations malades, agir sur leur productivité pour infléchir notre taux de croissance. Parce que quand les gens seront malades et ne vont plus travailler, notre production va chuter. Donc, en plus de ça, en plus des mesures reconduites, les Béninois, tous les Béninois qui payent des impôts, qui acceptent de venir souscrire spontanément leur déclaration pour payer les impôts, on leur fait grâce des pénalités, on leur fait grâce des amendes, on leur fait grâce du coût de commandement et de tout. Et les intérêts de retard qu'on aurait dû calculer, on leur fait grâce de tout. Cela participe de la lutte, des efforts du gouvernement pour élargir l'assiette fiscale, pour permettre que ceux qui sont dans l'informel puissent accepter de s'insérer dans le circuit formel. Donc, c'est des mesures attractives pour leur permettre de commencer à contribuer. Parce que si beaucoup commencent à contribuer, aujourd'hui, on va quitter le schéma aujourd'hui où c'est 20% de Béninois qui payent les impôts pour qu'on s'occupe de 100% des Béninois. Aujourd'hui, les études ont prouvé que si on veut réduire seulement le taux de l'informel, le Bénin va se développer. Et je pense que toutes les réformes que le Bénin est en train de faire vont dans ce sens pour permettre que nous réduisions la taille de l'informel pour pouvoir donc aller à ce que le filet attrape un bon nombre de contributeurs pour augmenter les ressources publiques. À côté de ces allègements, les nombreux impôts là nous retombent toujours dessus.
ceux issus du Code général des impôts et de quelques budgets de tout temps, là, on les maintient ou au moins quelques taxes vont quitter la tête des Béninois pendant 2025? Gérard Gbenonchi. Est-ce que vous avez entendu qu'on a créé de nouveaux impôts? Dites-nous. Non, moi je vous dis surtout que le gouvernement, l'option du gouvernement, c'est de ne pas créer de nouveaux impôts. C'est d'élargir l'assiette fiscale. C'est la politique, ça. Ne pas créer de nouveaux impôts, ne pas augmenter les taux des impôts, mais d'élargir l'assiette fiscale. Quand on va élargir, beaucoup de gens vont commencer à contribuer. Le gouvernement peut même penser à réduire les taux des impôts. Mais je peux vous dire que depuis la conférence des forces vives de la nation jusqu'à aujourd'hui, les taux des impôts sont restés les mêmes. Alors, et le gouvernement, depuis 2016, s'efforce de réduire même les impôts, d'en supprimer. Et je peux vous dire que pour 2025, je dis que la taxe qui était donc la taxe de la contribution à la recherche et de la promotion de l'agriculture, la CRA, qui était de 140 francs par kilogramme de soja exporté, est ramenée maintenant à 30 francs par kilogramme de soja exporté. Vous voyez? Donc le gouvernement fait des efforts pour réduire les impôts, pas pour les créer. Alors, Gérard Gbenonchi, de tout ce que vous avez dit, donnez-nous 2 ou 3 grandes innovations de ce budget que vous avez voté pour 2025. Qu'est-ce qui est fait de nouveau pour alléger la tâche aux Béninois? Parce que tous ceux dont vous avez parlé, ce sont des programmes qui étaient déjà en cours et qui vont être reconduits. Bon, les choses nouvelles, les mesures nouvelles, je peux vous dire que dans le budget de 2025, il est prévu l'exonération des intrants des kits pour les dialysés. Les malades... Mais ça, c'est déjà pris cette année? Non. J'ai dit pour 2025. Donc c'était une fantaisie du gouvernement en prenant ce décret du Conseil des ministres que nous avons écouté. Cette annonce, c'était pour nous appâter un peu. Oh là là. Pourquoi vous dites ça? Si c'est une question. En cours d'année, si le gouvernement le dit, ça veut dire que c'est un fait qu'on a constaté et on a commencé à l'appliquer. Maintenant, il faut le traduire dans la loi. Dans la loi des finances. Mais oui, il faut le traduire dans la loi. Pour que ce ne soit pas porté par un décret, c'est plutôt maintenant dans la loi. Ça sécurise tout le monde. Vous voyez? Ça sécurise les douaniers qui vont bien l'appliquer. Donc, les kits qui entrent dans les intrants qui entrent dans la composition des kits pour les dialysés sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Ça veut dire que leurs coûts vont baisser et ce sera supportable pour les malades de dialyse. Vous savez que beaucoup de personnes au Bénin souffrent de dialyse aujourd'hui. Alors, les gens disent de rendre ça gratuit. Voilà. Il y a certains amendements des députés qui demandent de rendre ça gratuit. Mais le gouvernement a expliqué que avant d'aller à la gratuité, des études sont en cours pour permettre de baliser le terrain parce que des expériences passées ont montré que quand on fait la gratuité, ça ne profite pas à ceux qui doivent en bénéficier, mais il y a des goulots de traitement où même des gens volent les kits, les vendent à qui n'ont pas droit, et ceux qui en ont droit, ils n'en ont pas et en meurent. Donc le gouvernement est en train de faire des réformes dans le secteur, d'abord pour sécuriser tout le circuit, pour être sûr que lorsque la gratuité va arriver, ce qui doit aller aux malades ira aux malades. Pendant ce temps, nous décomptons les morts dans les unités de dialyse. Et vous voulez que précipitamment, dans la précipitation, vous voulez que dans la précipitation... Nous connaissons un artiste qui est mort récemment. Mais oui, les messages Facebook pleuvent tous les jours pour les domaines de fonds pour les dialyser. L'étude dont on parle, il faut faire l'étude en comptant les morts. Vous voulez que le gouvernement aille rapidement à la gratuité sans prendre les mesures et si que la gratuité profite? Non, c'est l'aspiration de tout peuple. On ne conduit pas un État comme ça par les émotions des gens. Et vous avez ceux qui sont à la tête du... Ce n'est pas un motif, les cas de décès, c'est de demander la gratuité. On a vécu des expériences de gratuité. On sait ce que ça a coûté. Et maintenant, le gouvernement dit non, je ne veux plus aller rapidement à la gratuité. Je vais mettre toutes les mesures, les dispositions. Mais on a mis du sérieux ailleurs dans la célérité. Ce n'est pas possible pour les dialyser ou ça demande trop d'argent pour nos ressources? Parce que c'est que vous, députés, quand vous proposez des choses qui demandent à l'État d'augmenter les ressources, on vous demande de dire à côté où il faut trouver l'argent. Le gouvernement n'a pas dit non. Le gouvernement a dit, je suis en train de préparer le terrain pour aller à la gratuité. Mais avant d'arriver à la gratuité, je commence par l'exonération d'abord pour permettre que les coûts soient supportables avant qu'on ne balise le terrain. On vous a soufflé le temps que ça va prendre? Non, on ne vous a pas soufflé. Mais je sais que
ça va aller avec que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Les Béninois qui nous suivent ce dimanche matin achètent l'huile à 2000 le litre, l'huile végétale. Le niébé qu'on produit chez nous est à près de 900. Difficilement, ils mangent à Tassi. Le paillot qu'on a pris tout le temps à 400, 450 et à plus de 600 longtemps. Le budget de l'année prochaine que vous avez permis au gouvernement d'exécuter, ça fait quoi sur ces produits qui sont notre quotidien et qui nous ressemblent mieux que les véhicules neufs, hybrides, non hybrides ou je ne sais quelle nature encore? Le prix des denrées, des aliments et autres, nous sommes dans un marché ouvert, un marché libre. Ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Le prix est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande dépasse l'offre pour un produit, les prix grimpent. C'est tout simple. Nous sommes arrivés à un moment de raréfication de ce produit pour quelle cause? Des phénomènes, certains facteurs, plusieurs facteurs peuvent conduire à cela et la demande a dépassé l'offre, les prix ont grimpé, mais ce n'est qu'un phénomène conjoncturel qui va se résorber avec le temps. Nous avons crié dans ce pays, il y a quelques mois, que le maïs est devenu la nivaquine. Vous avez vu? Quand la conjoncture s'est effacée, les prix se normalisent. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas être émotif dans une république. Je pense que les prix, ce n'est pas le gouvernement qui les fixe, c'est le marché. Le gouvernement peut agir et amoindrir un peu parce que tous les produits alimentaires sont très chers aujourd'hui. Il n'existe pas de mécanisme dans... Vous êtes financier... Vous voulez que le gouvernement... Proposez que vous voulez que le gouvernement... Nous avons la chance d'avoir un financier avec nous. Est-ce qu'il y a des mécanismes... Vous voulez que le gouvernement subventionne? Est-ce que c'est possible, Général Benonchi? Non, le gouvernement n'est pas dans cette option. On ne peut pas tout subventionner dans un pays. Et là, il faut laisser les populations... Mais ça se résorbe. Ce qu'on a fait, on laisse le marché se réguler. Et puis le gouvernement est responsable à chaque fois que ça doit devenir criard. Le gouvernement prend toujours des mesures. Ça peut être des mesures pour agir sur les droits d'entrée, pour permettre que... Justement, pourquoi le gouvernement n'a pas fait des abattements comme ça? Par exemple, par rapport à ces produits que tous nous utilisons. Le gouvernement ne l'a pas jugé utile parce qu'il sait que un peu de temps... Les députés ont tiré l'attention du gouvernement là-dessus? Non, on l'a dit, mais tout le monde le dit, mais le gouvernement a des oreilles plus larges que nous, a des yeux qui voient plus loin que nous. Nous n'avons pas toutes les informations. Tout ce que représente l'huile végétale dans la cuisine, dans tout ce que nous faisons pour manger, pour faire du riz, il faut de l'huile, est-ce qu'il ne faut pas agir un temps soit peu pour quand même permettre aux Béninois de... Il faut observer le phénomène pendant un temps. Faut pas être ça va finir le peu d'argent que nous avons dans nos poches. Si nous avons 5 000 si vous étiez à la tête de l'État, c'est comme ça que vous allez conduire le pays. Dès qu'il y a un phénomène, vous courez, vous allez prendre des mesures de subvention. Après, vous allez voir que le phénomène se résorbe. Subvention va dans la poche des individus. Pendant longtemps, avant que vous n'arrêtiez, l'argent de l'État va se volatiliser. On ne conduit pas un État comme ça. Je vous en prie. Et c'est des gens responsables qui sont à la tête du pays. Ils observent quand ce sera nécessaire. On est passé au temps de Covid dans ce pays, quand c'était nécessaire. Parce que les populations savent que c'est des gens responsables que la population leur a confié le mandat de les diriger. D'abandon de perception de taxes, d'allègements fiscaux pour permettre que les prix soient supportables. On l'a fait, mais quand on est dans un temps pour laisser encore le marché reprendre son autorégulation. Oui. Gérard Benonchi. Bon, c'est vrai que les Béninois nous posent beaucoup de questions. C'est pour cela qu'on est tenté à vous les reverser. Un pays qui exonère des camions neufs, ensuite des véhicules hybrides, mais dans lequel les gens ont vraiment du mal. De l'exonération. Pas autant de camions que d'estomac. Je vous ai dit l'objectif de l'exonération et vous avez bien compris justement que ça profite à tout le monde pour que nous avons une population en bonne santé, pour lutter contre les changements climatiques et participer à cette lutte, pour que nous ayons une économie durable, pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre. C'est nécessaire pour tout le monde, ça ne profite pas qu'aux riches. C'est ce que je vous ai expliqué. Et je pense que vous avez compris. Je pense aussi que les téléspectateurs qui nous suivent ont bien compris. Allez, nous allons glisser sur le champ de ces nombreuses récriminations faites à ce budget par vos collègues de l'opposition. D'abord, de façon globale, quels sont les amendements qu'ils ont portés au budget? Non, moi, je ne vais pas commencer à citer les amendements. Je sais que des gens même de l'opposition ont vu que
par rapport à certains programmes ou par rapport à certaines institutions, les ressources ne sont pas suffisantes et ont demandé qu'on augmente les ressources. Le gouvernement a accepté. Donc je ne peux pas, je n'ai pas dans la tête tous les amendements pour commencer à les citer, mais je sais que 91% des amendements ont été acceptés et 4% sont rejetés, c'est ce que je sais. Dans les leurs, des amendements dans les leurs. Bien sûr, bien sûr. Pour conduire le pays. Oui. Vous pensez que c'est pure politique politicienne, le rejet ou leur conduite? Cette fois, en note de bataille et en groupe serré, il n'y a plus le cas Léon Basile Rossi comme l'an dernier. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont opposition que, comme le voudrait Mitterrand, ils font de l'opposition, ou vous pensez qu'il y a matière à lire entre les lignes de Noureno Achadé à la tribune de l'Assemblée nationale? Non, bon, quand moi j'observe, je les ai observés le jour où il a voté contre. Je les ai regardés dans les yeux, ils m'ont regardé dans les yeux. Ils ont souri. Moi aussi j'ai souri. Parce que les travaux budgétaires ont été conduits de telle sorte que personne ne puisse trouver un alibi pour pouvoir rejeter le budget après. Parce qu'on a permis aux gens de s'exprimer. On a permis aux gens de faire des amendements. Le gouvernement a été flexible pour intégrer les amendements, c'est rare. Et des gens ont validé les budgets des ministères sectoriels pour dire, moi, je valide ce budget à 100%. J'ai entendu des gens dire ça. En commission. En commission. Et après, le rapport général qui agrège tous les budgets des ministères et des institutions, on l'a soumis au vote en plénière, en commission, et c'est à 100% l'unanimité qu'on a voté pour le rapport. Et je disais même, nous avons voté le rapport général à l'unanimité. J'espère qu'en plénière, ce sera la même chose. Ils ont répondu oui. Oui, que ce sera la même chose. Donc finalement, jusqu'au jour du vote, beaucoup me disaient que ce sera la même chose. Mais quand j'ai commencé à voir, entendre les interventions, des gens ont pris d'autres directions. Je sais que, bon, ils ont reçu certainement instruction de leur base, de leur hiérarchie, je l'ai dit. Puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce que ce n'est pas tout normal? C'est votre cas aussi. Je sais que à la fin, certains m'ont dit, bon, vous me comprenez, je suis dans un groupe. Si le groupe dit de voter contre, je dois voter contre. Même si il y a des routes qui sont prévues dans ma circonscription, même si le budget prévoit de l'eau pour les populations, même si le budget prévoit de construire des hôpitaux dans ma circonscription, même si le budget prévoit de construire des salles de classe dans ma circonscription, même si le budget prévoit d'alléger le coût des kits pour les dialyser, alors que moi-même je demandais la gratuité, au moins on a allégé, je vote contre tout cela parce que mon groupe parlementaire, mes chefs ont dit de voter contre. Bon, c'est dommage. Honorable, mais c'est aux populations, que moi je plains. En tout cas, certains m'ont dit qu'en principe, on ne devait pas voter contre un budget parce que dans le budget, on prévoit des routes, on prévoit la construction des routes, on prévoit la construction des hôpitaux. On a prévu dans le budget les indemnités de ceux qui votent contre le budget, parce que le budget de l'Assemblée nationale est logé dans le budget de l'État. C'est dans ça qu'on va payer leurs propres indemnités et ils votent contre. Mais après, ils vont venir prendre les indemnités. Ils ont voté contre l'année dernière, mais toute l'année, ils sont en train de toucher leurs indemnités. La prise de position, ça équilibre un peu les choses, non, au niveau de... Bon, si on peut le voir sous ce terme, c'est bon. J'ai envie de demander où ils ont demandé autre chose que vous n'avez pas satisfait. Je vous ai dit tout à l'heure ce qui s'est passé. Et c'est ça. Et personne ne peut dire le contraire. On a voté le rapport général à l'unanimité. Certains ont validé, ont été les premiers à dire « je valide ce budget-là, il est trop bon ». Et après, en ces thèmes-là? Mais oui. Et à la fin, Gérard Benonchi, nous avons tous suivi l'actualité française. Les gens se sont entendus pour bloquer un budget de la sécurité sociale. La France ne s'est pas effondrée. Et que les démocrates ne votent pas le budget de l'État, cela n'empêche pas que le budget soit adopté. Donc, est-ce que la majorité ils ne sont pas en train de jouer à leur jeu dans la démocratie? C'est la norme, non? Oui, je dis, tout va bien, non? Je dis, leurs mandants seront en train de le voir. Si c'est un bon rôle, c'est au mandant d'en juger par nous. Mais je sais que, dans tous les cas,
la majorité qui doit voter pour que le budget passe, cette majorité a voté et puis le budget Ils ont passe. décrit un contexte politique qui leur donne des raisons politiques d'aller contre. Donc, sur ce chapitre. Donc ça veut dire que c'est un vote politique. Un peu comme ça se passe, tous les votes à l'Assemblée nationale. Okay, c'est compris. Les votes sont politiques, je ne vous enseigne rien. Vous venez à la conclusion Mélenchon. de William, c'est un vote politique. Ben, ce qu'ils ont fait, si la politique doit être vue sous cet angle, à leur mandat d'en juger, pas moi. Alors, ils ont fait un réquisitoire contre le budget. Moi, je me suis amusé à relever quelques points du discours lu par l'honorable Habibou Ouroukoubou. Il dit, mais on nous parle de transformation structurelle de l'économie. Oui. Depuis 2016, le pouvoir de la rupture prétend jeter les bases d'une économie véritablement prospère et résiliente. De l'analyse des 3 secteurs de l'activité économique, il les a cités, on note le secteur privé à 5,8%, qui est peu dynamique, marqué par la faible modernisation de l'agriculture, une productivité assez faible et insuffisante pour booster le dit secteur afin d'atteindre la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'ils sont responsables en disant cela? Non, pas du tout. Vous savez que quand moi j'écoute ça, c'est un déphasage total avec la réalité. Parce que vous savez, la réalité, c'est que les agences de notation Standard & Poor's et Moody's ont noté le Bénin. On est passé de BB+, avec perspective positive, à B-, B- avec perspective positive, à BA+, avec perspective stable et positive. De façon successive comme ça, pour le Bénin. Quand on dit ça, quand les agents de notation disent ça, ça veut dire que nous avons eu un pays où les réformes ont réussi. Nous avons un pays où il y a une discipline budgétaire rigoureuse. Nous avons un pays où il y a une gestion responsable et efficiente de la dette. Et nous avons un pays où, politiquement, on est stable. Quand les agences notent, c'est selon ces critères-là. Quand les yeux extérieurs disent que nous sommes bons et que des gens à l'intérieur disent que nous sommes mauvais, allez-y voir. Mais moi, je sais que depuis 2016, tout ce que les agents disent là, c'est vrai. Parce que nous sommes dans une transformation structurelle positive de notre économie, tout ce qui se fait. Alors, ils demandent à Jacob de descendre. Il faut laisser le Bénin. Enfin, que la terre n'est pas en haut, de voir les Bénin, choses. Je peux vous dire ils vont dans les marchés, ils donnent beaucoup d'exemples. De transparence budgétaire, le Bénin est aujourd'hui premier en Afrique de l'Ouest. De discipline budgétaire rigoureuse, le Bénin est premier. Donc, c'est deuxième en Afrique après l'Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas le Bénin, le gouvernement qui invente les choses. Les chiffres sont là. Et aujourd'hui, le budget du Bénin est un budget ouvert qui est sur le site e-budget du ministère de l'économie et des finances. C'est ouvert à tous, au monde entier, qui ira piocher les chiffres et faire les calculs. Et ces agents ne sont pas des agences fantaisistes. Donc, ne notent pas les gens n'importe comment. Non, on nous classe avec des pays grands du monde. Donc, le Bénin est classé aussi, j'avais dit, premier en termes de l'Ouest. Oui, en matière de discipline budgétaire. Et au monde, le Bénin est cinquième en matière de qualité de ses infrastructures, pas au 9e en matière de qualité de ses infrastructures routières, loin même devant la France. Les statistiques, c'est pour nous contenter ou c'est... C'est pas pour nous contenter. Quand on dit que nous avons de meilleures infrastructures routières et portuaires aujourd'hui, vous-même vous êtes dans le pays, vous savez que c'est vrai. On est les pays qui sont devant le Bénin en Afrique, c'est Maurice, Maroc, je pense la Tanzanie, et j'ai oublié le 4e pays, sinon on est 5e. Moi, je lis les choses et je suis fier. Vous-même, vous tapez, allez taper sur Google. Non, moi, je préfère discuter avec les Béninois parce que j'ai l'impression que ces chiffres sont trop beaux. Nous devons même être fiers le pays de Vossa, on commence à citer le Bénin, à classer le Bénin. Avant, personne ne classait le Bénin. Ça veut dire que ce n'était pas bon. Nous sommes fiers. Si on commence à nous classer, il faut qu'on soit fiers. Et nous allons prier que ça continue comme ça. Si ça continue comme ça,
d'ici quelques années. Nous sommes fiers et on le sera davantage. Mais il y a encore un autre morceau que j'ai choisi dans le message qu'ils ont passé à l'Assemblée. Oui. Il dit « Manque de synergie, d'intégration entre les producteurs agricoles et industriels du secteur ». Là, il a pris l'exemple du secteur secondaire qui reste pour lui embryonnaire malgré la création de la nouvelle zone industrielle, la GDIZ. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que le secteur industriel béninois reste embryonnaire, je vous dirais, mais je ne peux pas employer ce mot grossier. Pour moi, c'est ridicule. Parce que, vous voyez, vous êtes dans le pays, nous n'avions pas la G10. Nous n'avions pas. Ou ils ne sont pas suffisamment informés. Vous ne leur donnez pas les informations. On a déplacé une révolution pour nous de se dépasser ailleurs. On a déplacé tous les députés. On est allé à la G10 avec. Ils savent, ils ont vu, je les ai vus. Oui. Écoutez. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais eu ça que ça nous contente assez? Il y a 4 usines à la G10 aujourd'hui qui transforment la totalité du coton du Bénin. Oui. Et les maillots. La totalité, vous avez dit. Hein? La totalité du coton du Bénin. Nous devons en être fiers. Avant, on exportait tout. Mais aujourd'hui, on transforme tout au Bénin à la G10 là. Vous voyez, vous avez des t-shirts made in Bénin aujourd'hui aussi. Vous voyez, les maillots qui seront utilisés à la Coupe du Monde prochaine. On a commandé, la FIFA est venue commander. C'est une grosse annonce, Gérard Benouchi. Hein? C'est une grosse annonce, non? Je vous dis, 7 500 000 maillots. Et c'est en train d'être produit là, à la G10. Ce n'est pas une fierté, ça. Quand vous faites le point, c'est à plus de 7 000 milliards. C'est près de 2 fois le budget du Bénin en une seule commande. Quand vous dites 7 000 milliards, ça me rappelle la dette du Bénin. On est très endetté avec tous les chiffres élogieux dont vous parlez. Et la dette financier. La dette du Bénin aujourd'hui tutoie les 7 000 milliards. C'est 6 800 milliards. Voilà. Ça aussi, parlez-nous de ça et de l'incidence sur ce que nous vivons. Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes à un taux Nous sommes à un taux de 53% du PIB, du produit intérieur brut. Environ. Et les normes communautaires disent que pour qu'un pays soit viable, ait une dette viable, il ne faudrait pas que sa dette dépasse 70% de son produit intérieur brut. C'est les normes communautaires qui disent ça, et le Bénin à 53%. Le chef de l'État a dit, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 55-60%, mais non. Nous allons tout faire pour descendre à 50%, on va se stabiliser là. La dette, ce n'est pas une mauvaise chose. Si quelqu'un incrimine la dette, c'est quelqu'un qui refuse le développement. Parce que vous-même, William Cliquant qui êtes là, si votre père avait la possibilité, au moment où vous étiez élève étudiant, il n'avait pas l'argent, et il avait la possibilité d'emprunter pour payer votre scolarité, pour investir en vous, pour aujourd'hui vous soyez ce que vous êtes, pour pouvoir apporter à la famille. Et il refusait de s'endetter, vous êtes demeuré illettré, alors que vous avez un potentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous apprenez ça, vous serez content de votre père? Vous ne serez jamais content de votre père. Vous allez dire, mais c'est quoi? Moi-même, je pouvais rembourser aujourd'hui. S'il avait emprunté pour investir en moi, aujourd'hui, je peux rembourser. Donc, le schéma, il est le même avec voilà le schéma. Voilà le schéma. Pourquoi s'endetter pour les générations futures? Qui vous dit que les générations futures ne seront pas meilleures que vous? Vous voulez jouer sur... Mais là, moi, je suis content que les routes qu'on est en train de construire, je préfère passer sur ces routes aujourd'hui et mourir pour que mes enfants viennent payer ça demain, que de ne pas du tout passer sur ces routes jusqu'à mourir. Honorable, certainement, vous avez fait des études psychologiques à l'université. Vous êtes en train d'agir non, c'est pas bon. Je vous explique. Alors, j'ai un autre morceau qui refuse de se développer. C'est pas bon, c'est grave ce qui incrimine la dette. La dette, c'est pas une mauvaise chose. C'est ce que vous faites de l'argent de la dette. C'est ça qui... Et de comment vous payez. Comment vous payez. Si, par exemple, votre père, vous avez appris qu'il a emprunté de l'argent, et au lieu d'investir ça en vous, et aller passer dans les bars et buvette avec vous, et à passer avec des jeunes femmes, et l'argent est fini. Peut vous remonter. Et que vous aussi, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas allé à l'école, vous devez faire du manœuvre pour rembourser cette dette. Vous ne serez pas content. Mais si vous avez appris qu'il a investi en vous et vous êtes devenu journaliste éminent aujourd'hui à Canal+, Canal 3. Les flottes d'honorable n'éluderont pas nos questions. Alors, je dis, les opposants disent ne pas comprendre le retour du délestage, la cherté de production et la distribution de l'énergie avec tout l'investissement qui a été fait dans ce secteur. Qu'en dites-vous?
Non, vous n'avez pas donné quitus au gouvernement pour qu'on agisse suffisamment dans ce secteur. Dit qu'il y a un retour du dilettage, c'est faux. J'ai cité simplement ce Oui, j'ai dit c'est faux. Vous avez cité, mais moi j'ai dit c'est faux. Mais nous, on a passé des nuits à Abomey-Calavi cette semaine sans électricité jusqu'au petit matin. Oui, je vous dis, il n'y a plus de délestage au Bénin. Le délestage, dans sa définition, comme vous connaissiez, c'est qu'on passe d'un certain taux de disponibilité de l'énergie à 0. Et il n'y en a plus. Et on reste comme ça, on peut faire 2 jours, 3 jours. On n'aura plus ça au Bénin. Mais le Egochi Gota est revenu. Non, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le gouvernement investit aujourd'hui, on a construit une centrale. Vous savez que sous d'autres régimes, on a investi des milliards pour une centrale. Et le jour où on a allumé ça, ça a explosé. Les milliards sont partis. Mais aujourd'hui, avec ce gouvernement, nous avons une centrale fonctionnelle. Et ça augmente notre capacité d'énergie. D'autres centrales sont en cours. Et quand ces centrales vont finir, nous aurons de l'autonomie énergétique. Mais en attendant, il ne s'agit pas que de produire de l'énergie. Il faut le transport. Le transport, nous avons des installations vétustes aussi. Et les investissements sont en cours dans ce sens. Donc aujourd'hui, nous ne souffrons plus de l'indisponibilité de l'énergie. Mais les équipements qui transportent l'énergie, des endroits sont vétustes. Et quand ça, une fois aller rapidement corriger, le temps d'aller corriger, c'est ça qui fait qu'on est toutes ces privé. fois dans toutes ces villes, autant de fois ces derniers jours, Gérard Gwenonji. Non, je vous dis. Toutes les machines sont gâtées alors, finalement. Est-ce que la centrale de Maria d'État, vous avez pris que c'est gâté? C'est pas gâté. Je sais que nous produisons 182 mégawatts. Donc, mais on est dans le noir. Et je vous disais de comparer. Moi, je me souviens des On ne se compare pas aux médiocres. Non. On ne se compare pas aux médiocres. On se compare aux excellents. Un homme se compare à l'état où il a été hier et à son état d'aujourd'hui pour voir, pour comparer, est-ce que j'évolue ou pas. Quand moi je compare ce que nous sommes aujourd'hui, sous les périodes où j'ai vécu, le délestage, je dis non, aujourd'hui, c'est mieux pour moi parce que quand on coupe l'énergie, je dis non, ça va revenir. Moi-même, je dis non, ça ne va pas durer, ça ne dure pas. Et quelques temps après, je vois, ça revient. Et ça vous réjouit. Ça, on est en train d'évoluer. Honorable, oui. Est-ce que dans le système aujourd'hui, a des experts qui analysent les données macroéconomiques et qui nous disent, mais au premier trimestre, par exemple, de 2025, nous n'aurons pas les produits chers. Au deuxième trimestre, voilà ce qui va se passer. Est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui sous les talons? Parce que après vous dites, mais c'est une situation conjoncturelle, ça va passer. Gouverner, c'est prévoir. Comment tout cela se gère dans votre système? Même si il y a ces centres d'études qui prévoient, dans tous les pays au monde, vous avez cette situation conjoncturelle dont je parle. Qui avait prévu qu'il y aurait guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine? Quelqu'un pouvait prévoir ça? Qui avait prévu que Israël serait en train de faire la guerre au Hamas, puis après au Hezbollah? Qui avait prévu ça? Qui avait prévu il y a quelques mois qu'il y aurait révolte des rebelles en Syrie et que Bachar al-Assad serait s'enfuir? Qui avait prévu ça? Personne ne prévoit à 100% tout ce qui va arriver dans une nation ou dans un monde. Mais quelles que soient les études, accepter qu'il y a des situations conjoncturelles qui arrivent. Et ce qui est bon, c'est qu'on ait des autorités responsables qui puissent être proactives pour pouvoir donc répondre. À 2 minutes de la fin de cette émission. Un mot sur les ministres conseillers de talent. Un peu de récompense politique, non? Vous parliez trop dans les formations politiques, il fallait vous donner un peu de pain. C'est ça, n'est-ce pas? Non, le chef de l'État a bien dit le motif de la nomination. Donc, pourquoi le besoin d'aller vers les ministres conseillers? Il a bien dit qu'il a besoin... Vous êtes satisfait des noms, là? Les mêmes, on prend, on recommence? C'est des Béninois. À vos jeunes bouts, sérieusement, quel que soit ceux qu'on va prendre, sur les réseaux sociaux, vous avez lu quand même, j'espère, au niveau de l'UP, le renouveau, le BR, mais nous aussi, on veut également. Mais on ne peut pas prendre tout le monde, on a dit 12. Il y en a dedans qui ont été déjà pris, qui ont déjà montré de quoi ils sont capables, on les ramène. Le chef de l'État est le seul à même de choisir ses collaborateurs. Nous ne devons pas le critiquer sur le choix de ses collaborateurs. Il sait ce qu'il recherche. Voilà des jeunes également qui sont dans une maison. Voilà des jeunes également qui sont très actifs sur le terrain et qui attendent leur tour. Ça veut dire que les 13 millions de Béninois, depuis 8 ans. On dit que les 13 millions de Béninois, tous doivent être ministres. Tous ne sont pas politiques. Tous doivent être ministres. Ceux qui sont aux côtés de ces politiques. Est-ce que tous les politiques doivent être ministres? Non, tous les politiques ne seront jamais ministres.
Parce que combien de ministres on a? Il faut que les gens lèvent les yeux de là. Il faut qu'il y ait Si on veut contribuer également. donc, au développement de son pays, c'est pas sûr. Il ne faut pas l'œil rivé sur des postes. On va Pas seulement ministre, on ne peut pas faire conclure ministre en ces il y en a échanges. que quelques-uns. Oui. Gérard Gwenonchi, Oui. mot de la fin en quelques secondes. Oui, comme je vous l'ai dit, moi je pense que le Bénin d'hier n'est plus le Bénin d'aujourd'hui, que nous évoluons bon l'an, mal an. Et je peux dire même mieux qu'hier. Et je pense que l'espoir est permis. Quand je vois tout ce qui est en cours dans mon pays, je me dis enfin l'espoir est permis. Je dis ce qu'on n'a pas aujourd'hui, désormais je sais qu'on l'aura demain parce que je sais que les conditions sont créées et que les ressources chaque année, on engrange les ressources. Le budget de l'État grimpe chaque année. Les routes qu'on a construites aujourd'hui, demain ce sera le tour d'autres routes. Les hôpitaux qu'on n'a pas construits aujourd'hui, demain ce sera le tour d'autres hôpitaux. Les zones qui n'ont pas été impactées aujourd'hui, demain ce sera le tour de ces zones. Je pense que le Bénin est en chantier, le Bénin avance. Notre prière, c'est que nous aurons toujours la chance d'avoir des responsables à la tête de notre pays, tels que nous avons le chef de l'État, Patrice Talon, aujourd'hui, avec toute son équipe. Je pense que nous allons prier pour que 2026, il arrive, parvienne à installer une équipe dans la même dynamique. Et je pense d'ici quelques années, nous reviendrons dire non, notre pays n'est plus un pays sous-développé, mais un pays très avancé. Il vit d'espoir, donc il ne mourra pas de chagrin. Gérard Gwenonchi, c'est notre invité de ce dimanche, président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Eh bien, député, comme vous le voyez, Union progressiste, le Renouveau. Merci Franck, merci à toute l'équipe de réalisation. À dimanche prochain.